Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Quel plaisir pour moi de vous retrouver sur ce canapé de voyage au bout de la nuit pour une nouvelle lecture ensemble. Et ce soir, je vous propose de plonger dans le romantisme d'Alfred de Musset, ce poète et écrivain français si talentueux et que vous connaissez, j'en suis sûre. Je vais vous faire une petite séance de rattrapage sur quelques points importants de sa vie. Alors déjà, sachez que, très rapidement, il a eu l'envie d'être écrivain. Très vite, on a su à quel point il était à l'aise en écriture, en littérature et en français, déjà au collège Henri IV, où c'est le meilleur lycée parisien. Comme ça, vous savez où vous positionnez. Il était tout simplement dans la meilleure école parisienne, Alfred de Musset, et il reçut un grand nombre de récompenses, dont le prix d'honneur du collège Henri IV en 1827. Parallèlement à l'écriture, il s'intéresse aussi au droit, à la médecine, il s'intéresse à plein de choses. Et très rapidement, en 1829, il écrit son tout premier recueil de poèmes, Les Contes d'Espagne et d'Italie, qui sera salué par Pouchkine. Très vite, à 22 ans, il a su qu'il voulait donner sa vie et vraiment se concentrer uniquement sur la littérature. Il écrit son premier drame, son premier chef-d'œuvre romantique, Lorenzaccio, que vous connaissez à Venise. C'est après un voyage à Venise qu'il publie ce chef-d'œuvre, inspiré largement de sa liaison houleuse avec la romancière George Sand. Puis également, on ne cite pas On ne badine pas avec l'amour, l'un de ses grands classiques, ou encore Fantasio. Mais ce soir, ce sont ces nouvelles un petit peu moins connues que je vous fais découvrir. C'est Alka qui avait commencé la lecture d'Emeline, que je vais reprendre pour vous. Et puis, dans un prochain voyage, nous verrons les deux maîtresses. N'hésitez pas à réagir sur cette soirée de lecture avec moi, #VBN. Chapitre 7 de la nouvelle Emeline. Emeline avait mis 5 ans à s'apercevoir que son premier choix ne pouvait la rendre heureuse. Elle en avait souffert pendant 1 an. Elle avait lutté 6 mois contre une passion naissante, 2 mois contre un amour avoué. Elle avait enfin succombé et son bonheur dura 15 jours. 15 jours, c'est bien court, n'est-ce pas ? J'ai commencé ce conte sans y réfléchir et je vois qu'arrivé au moment dont la pensée m'a fait prendre la plume, je n'ai rien à en dire sinon qu'il fut bien court. Comment tenterais-je de vous le peindre ? Comment raconterais-je ce qui est inexprimable et ce que les plus grands génies de la terre ont laissé deviner dans leurs ouvrages, faute d'une parole qui pût le rendre ? Certes, vous ne vous y attendez pas, et je ne commettrai pas ce sacrilège. Ce qui vient du cœur peut s'écrire, mais non ce qui est le cœur lui-même. D'ailleurs, en 15 jours, si l'on est heureux, a-t-on le temps de s'en apercevoir ? Emeline et Gilbert étaient encore étonnés de leur bonheur. Ils n'osaient y croire et s'émerveillaient de la vive tendresse dont leur cœur était plein. Est-il possible, se demandaient-ils, que nos regards ne soient jamais rencontrés avec indifférence, que nos mains se soient touchées froidement ? Quoi ? Je t'ai regardé, disait Emeline, sans que mes yeux se soient voilés de larmes. Je t'ai écouté sans baiser tes lèvres. Tu m'as parlé comme à tout le monde, et je t'ai répondu sans te dire que je t'aimais. Non, répondit Gilbert, ton regard, ta voix te trahissaient. Grand Dieu, comme il me pénétrait. C'est moi que la crainte a arrêté, et qui suis cause que nous nous aimons si tard. Alors ils se serraient la main comme pour se dire tacitement « Calmons-nous, il y a de quoi en mourir ». À peine avait-il commencé à s'habituer de se voir en secret, à jouir des frayeurs du mystère. À peine Gilbert connaissait-il ce nouveau visage que prend tout à coup une femme en tombant dans les bras de son amant. À peine les premiers sourires avaient-ils paru à travers les larmes d'Emeline. À peine s'étaient-ils jurés de s'aimer toujours. Pauvres enfants, confiants dans leur sort, ils s'y abandonnaient sans crainte et savouraient lentement le plaisir de reconnaître qu'ils ne s'étaient pas trompés. Dans leur mutuelle espérance, ils en étaient encore à se dire « Comment nous allons être heureux quand le bonheur s'évanouit ?» Le comte de Marsan était un homme ferme. Et sur les choses importantes, son coup d'œil ne le trompait pas. Il avait vu sa femme triste. Il avait pensé qu'elle l'aimait moins et il s'en était pas soucié.
Mais il la vit préoccupée et inquiète et il résolut de ne pas le souffrir. Dès qu'il prit la peine d'en chercher la cause, il la trouva facilement. Emmeline s'était troublée à sa première question et à la seconde avait été sur le point de tout avouer. Il ne voulut point d'une confidence de cette nature et, sans en parler autrement à personne, il s'en fut à l'hôtel, garni qu'il habitait avant son mariage, et y retint un appartement. Comme sa femme allait se coucher, il entra chez elle en robe de chambre et, s'étant assis en face d'elle, il lui parla à peu près ainsi. « Vous me connaissez assez, ma chère, pour savoir que je ne suis pas jaloux. J'ai eu pour vous beaucoup d'amour. J'ai et j'aurai toujours pour vous beaucoup d'estime et d'amitié. Il est certain qu'à notre âge et après tant d'années passées ensemble, une tolérance réciproque nous est nécessaire pour que nous puissions continuer de vivre en paix. Juste pour ma part de la liberté que doit avoir un homme, et je trouve bon que vous en fassiez autant. Si j'avais apporté dans cette maison autant de fortune que vous, je ne vous parlerais pas ainsi. Je vous laisserai le comprendre. Mais je suis pauvre et notre contrat de mariage m'a laissé pauvre par ma volonté. Ce qui chez un autre ne serait que de l'indulgence ou de la sagesse, serait pour moi de la bassesse. Quelques précautions qu'on prenne, une intrigue n'est jamais secrète. Il faut tôt ou tard qu'on en parle. Ce jour arrivé, vous sentez que je ne serai rangée ni dans la catégorie des maris complaisants, ni même dans celle des maris ridicules, mais qu'on ne verrait en moi qu'un misérable à qui l'argent fait tout supporter. Il n'entre pas dans mon caractère de faire un éclat qui déshonore à la fois deux familles, quel qu'en soit le résultat. Je n'ai de haine ni contre vous, ni contre le résultat. Je n'ai de haine ni contre vous, ni contre personne. C'est pour cette raison même que je viens vous annoncer la résolution que j'ai prise, afin de prévenir les suites de l'étonnement qu'elle pourra causer. Je demeurerai à partir de la semaine prochaine dans l'hôtel garni que j'habitais quand j'ai fait la connaissance de votre mère. Je suis fâchée de rester à Paris, mais je n'ai pas de quoi voyager. Il faut que je me loge et cette maison-là me plaît. Voyez ce que vous voulez faire et si c'est possible, j'agirai en conséquence. Madame de Marsan avait écouté son mari avec un étonnement toujours croissant. Elle resta comme une statue. Elle vit qu'il était décidé. Elle n'y pouvait croire, elle se jeta à son cou presque involontairement. Elle s'écria que rien au monde ne la ferait consentir à cette séparation. À tout ce qu'elle disait, il n'opposait que le silence. Emmeline éclata en sanglots. Elle se mit à genoux et voulut confesser sa faute. Il l'arrêta et refusa de l'entendre. Il s'efforça de l'apaiser, lui répéta qu'il n'avait contre elle aucun ressentiment, puis il sortit malgré ses prières. Le lendemain, ils ne se virent pas. Lorsque Emmeline demanda si le comte était chez lui, on lui répondit qu'il était parti de grand matin et qu'il ne rentrerait pas de la journée. Elle voulut l'attendre et s'enferma à 6 heures du soir dans l'appartement de Monsieur de Marsan. Mais le courage lui manqua et elle fut obligée de retourner chez elle. Le jour suivant, au déjeuner, le comte descendit en habit de cheval. Les domestiques commençaient à faire ses paquets et le corridor était plein de hardes en désordre. Emmeline s'approcha de son mari en le voyant entrer et il la baisa sur le front. Ils s'assirent en silence. On déjeunait dans la chambre à coucher de la comtesse. En face d'elle était sa Psyché. Elle croyait y voir son fantôme, ses cheveux en désordre, son visage abattu semblait lui reprocher sa faute. Elle demanda au comte d'une voix mal assurée s'il comptait toujours rester à l'hôtel. Il répondit qu'il s'y disposait et que son départ était fixé pour le lundi suivant. « N'y a-t-il aucun moyen de retarder ce départ ?» demanda-t-elle d'un ton suppliant. « Ce qui est ne peut se changer, » répliqua le comte. « Avez-vous réfléchi à ce que vous comptez faire ?»« Que voulez-vous que je fasse ?» dit-elle. Monsieur de Marsan ne répondit pas. « Que voulez-vous » répéta-t-elle. « Quel moyen puis-je avoir de vous faire fléchir? Quelle expiation, quel sacrifice puis-je vous offrir que vous consentiez à accepter ?»« C'est à vous de le savoir, » dit le comte. Il se leva
et s'en fut sans en dire plus. Mais le soir même, il revint chez sa femme et son visage était moins sévère. Ces 2 jours avaient tellement fatigué Emmeline qu'elle était d'une pâleur effrayante. Monsieur de Marsan ne put, en le remarquant, se défendre d'un mouvement de compassion. « Eh bien, ma chère, dit-il, qu'avez-vous ?»« Je pense, répondit-elle, et je vois que rien n'est possible. »« Vous l'aimez donc beaucoup ?» demanda-t-il. Malgré l'air froid qu'il affectait, Emmeline vit dans cette question un mouvement de jalousie. Elle crut que la démarche de son mari pouvait bien être qu'une tentative de se rapprocher d'elle, et cette idée lui fut pénible. Tous les hommes sont ainsi, pensa-t-elle. Ils méprisent ce qu'ils possèdent et reviennent avec ardeur à ce qu'ils ont perdu par leur faute. Elle voulut savoir jusqu'à quel point elle devinait juste et répondit d'un ton hautain. « Oui, monsieur, je l'aime, et là-dessus, du moins, je ne mentirai pas. »« Je conçois cela, reprit monsieur de Marsan, et j'aurais mauvaise grâce à vouloir lutter ici contre personne. » Emmeline vit qu'elle s'était trompée. Elle voulait parler, mais ne trouvait rien. Que répondre en effet à la façon d'agir du comte? Il avait deviné clairement ce qui s'était passé et le parti qu'il avait pris était juste sans être cruel. Elle commençait une phrase et ne pouvait l'achever. Elle pleurait. Monsieur de Marsan lui dit avec douceur « Calmez-vous. Songez que vous avez commis une faute, mais que vous avez un ami qui la sait et qui vous aidera à la réparer. » Que ferait donc cet ami, dit Emmeline, s'il était aussi riche que moi, puisque cette misérable question de fortune le décide à me quitter? Que feriez-vous si notre contrat n'existait pas? Emmeline se leva, alla à son secrétaire, en tira son contrat de mariage et le brûla à la bougie qui était sur la table. Le comte la regarda faire jusqu'au bout. « Je vous comprends, lui dit-il enfin. Et bien que ce que vous venez de faire soit une action sans conséquence, puisque le double en est chez le notaire, cette action vous honore et je vous en remercie. Mais songez donc, ajouta-t-il en embrassant Emmeline, songez donc que, s'il ne s'agissait ici que d'une formalité à annuler, je n'aurais fait qu'abuser de mes avantages. Vous pouvez d'un trait de plume me rendre aussi riche que vous. Je le sais, mais je n'y consentirai pas, et aujourd'hui moins que jamais. » « Orgueilleux que vous êtes, s'écria Emmeline, désespérée. Et pourquoi refuseriez-vous » Monsieur de Marsan lui tenait la main. Il la serra légèrement et répondit « Parce que vous l'aimez. » Chapitre 8. Par une de ces belles matinées d'automne où le soleil brille de tout son éclat et semble dire adieu à la verdure mourante, Gilbert était accoudé à une petite fenêtre au 2e étage, dans une rue écartée, derrière les Champs-Élysées, tout en fredonnant un air de la Norma. Il regardait attentivement chaque voiture qui passait sur la chaussée. Quand la voiture arrivait au coin de la rue, la chanson s'arrêtait, mais la voiture continuait sa route et il fallait en attendre une autre. Il en passa beaucoup ce jour-là, mais le jeune homme, inquiet, ne vit dans aucune un petit chapeau de paille d'Italie et une mantille noire. 1 heure sonna, puis 2. Il était trop tard. Après avoir regardé 20 fois à sa montre, avoir fait autant de tours de chambre et s'être désolé et rassuré plus souvent encore qu'alternativement, Gilbert descendit enfin et erra quelque temps dans les allées. En rentrant chez lui, il demanda à son portier s'il n'y avait point de lettre. La réponse fut négative. Un pressentiment de sinistre augure l'agita toute la journée. Vers 10 heures du soir, il montait, non sans crainte, le grand escalier de l'hôtel de Marsan. La lampe n'était pas allumée. Cela le surprit et l'inquiéta. Il sonna, personne ne venait. Il toucha la porte qui s'ouvrit et s'arrêta dans la salle à manger. Une femme de chambre vint à sa rencontre. Il lui demanda s'il pouvait entrer. « Je vais le demander, » répondit-elle. Et comme elle entrait dans le salon, Gilbert entendit entre les 2 portes une voix tremblante qu'il reconnut et qui disait tout bas « Dites que je n'y suis pas. »
Il m'a dit de lui-même que ce peu de mots prononcés dans les ténèbres, au moment où il s'y attendait le moins, lui avait fait plus de mal qu'un coup d'épée. Il sortit dans un étonnement inexprimable. Elle était là, se dit-il. Elle m'a vu sans doute, qu'arrive-t-il? Ne pouvait-elle me dire un mot ou du moins m'écrire? 8 jours se passèrent sans lettre, sans qu'il pût voir la comtesse. Et enfin, il reçut la lettre suivante. Adieu. Il faut que vous vous souveniez de votre projet de voyage et que vous me teniez parole. Je fais un grand sacrifice en ce moment. Quelques mots profondément sentis que vous m'avez dit au sujet d'un parti funeste que je voulais prendre m'arrêtent seul. Je vivrai. Mais il ne faut pas entièrement m'arracher une pensée qui seule peut me donner une apparence de tranquillité. Permettez, mon ami, que je la place seulement à distance, avec des conditions. Si par exemple, une entière indifférence pour moi prenait place dans votre cœur, si une fois de retour et le cœur raffermi, vous ne veniez plus me voir, si jamais mon image, mon amour ne venait plus, il est impossible de continuer l'affreuse vie que je mène. Le plus malheureux est celui qui reste. Il faut donc que ce soit vous qui partiez. Vos affaires vous le permettent-elles? Où voulez-vous que j'aille? Je ne sais où. Répondez-moi. Ce sera vous qui aurez de la force. Je n'en ai pas du tout, moi. Ayez pitié. Dites que sais-je que vous guérirez, mais ce n'est pas vrai. N'importe, dit toujours. Évitez de me voir avant le voyage. Il me faut de la force et je ne sais où en prendre. Je n'ai cessé de pleurer et de vous écrire depuis 8 jours. Je jette tout au feu. Vous trouverez cette lettre-ci encore bien incohérente. Monsieur de Marsan sait tout. Mentir m'a été impossible d'ailleurs. Il le savait. Cependant, cette lettre est loin d'exprimer ce qu'il y a de contradictoire entre mon cœur et ma raison. Allez dans le monde ces jours-ci, que votre départ n'ait pas l'air d'un coup de tête. De sitôt, je ne pourrai sortir ni recevoir. La voix me manque à tout moment. Vous m'écrirez, n'est-ce pas? Il est impossible que vous partiez sans m'écrire quelques lignes. Voyager, c'est vous qui allez voyager. Le malheur de Gilbert lui parut un rêve. Il pensait à aller chez Monsieur de Marsan et à lui chercher querelle. Il tomba à terre au milieu de sa chambre et versa les larmes les plus amères. Enfin, il résolut de voir la comtesse à tout prix et d'avoir l'explication de cet événement qui lui était annoncé d'une manière si peu intelligible. Il courut à l'hôtel de Marsan et, sans parler à aucun domestique, il pénétra jusqu'au salon. Là, il s'arrêta à la pensée de compromettre celle qu'il aimait et de la perdre peut-être par sa faute. Entendant quelqu'un approcher, il se jeta derrière un rideau. C'était le comte qui entrait. Demeuré seul, Gilbert avança et, en trouvant la porte d'un cabinet vitré, il vit Thémeline couchée et son mari près d'elle. Au pied du lit était un linge couvert de sang et le médecin s'essuyait les mains. Ce spectacle lui fit horreur. Il frémit de l'idée d'ajouter par son imprudence aux mots de sa maîtresse et, marchant sur la pointe du pied, il sortit de l'hôtel sans être remarqué. Il sut bientôt que la comtesse avait été en danger de mort. Une nouvelle lettre lui apprit en détail ce qui s'était passé. « Renoncer à nous revoir, disait Thémeline, est impossible. Il n'y faut pas songer. Et cette idée qui vous désole ne me cause aucune peine, car je ne puis l'admettre un instant. Mais nous séparer pour 6 mois, pour 1 an, voilà ce qui me fait sangloter et me déchire l'âme, car c'est là tout ce qui est possible. » Elle ajoutait que si, avant son départ, il éprouvait un désir trop vif de la voir encore une fois, elle y consentirait. Il refusa cette entrevue, il avait besoin de toute sa force et, bien que convaincu de la nécessité de s'éloigner, il ne pouvait prendre aucun parti. Vivre sans Emmeline lui semblait un mot vide de sens et pour ainsi dire un mensonge. Il se jura cependant d'obéir à tout prix et de sacrifier son existence s'il le fallait, au repos de Madame de Marsan. Il mit ses affaires en ordre
dit adieu à ses amis, annonça à tout le monde qu'il allait en Italie, puis quand tout fut prêt et qu'il eut son passeport, il resta enfermé chez lui, se promettant chaque soir de partir le lendemain et passant la journée à pleurer. Emmeline, de son côté, n'était guère plus courageuse, comme vous pouvez penser. Dès qu'elle put supporter la voiture, elle alla au moulin de May. Monsieur de Marsan ne la quittait pas. Il eut pour elle, pendant sa maladie, l'amitié d'un frère et les soins d'une mère. Je n'ai pas besoin de dire qu'il avait pardonné et que la vue des souffrances de sa femme lui avait fait renoncer à ses projets de séparation. Il ne parla plus de Gilbert et je ne crois pas que depuis cette époque, il ait jamais prononcé ce nom, étant seul avec la comtesse. Il apprit le voyage annoncé et n'en parut ni joyeux ni triste. On devinait aisément à sa conduite qu'il se reconnaissait au fond du cœur, coupable d'avoir négligé sa femme et d'avoir si peu fait pour son bonheur. Lorsque, appuyée à son bras, Emmeline se promenait lentement avec lui dans la longue allée des soupirs. Il paraissait presque aussi triste qu'elle. Et Emmeline lui sut gré de ce qu'il ne tenta jamais de rappeler l'ancien amour, ni de combattre l'amour nouveau. Elle brûla les lettres de Gilbert et dans ce sacrifice douloureux, ne respecta qu'une seule ligne écrite de la main de son amant, pour vous, tout au monde. En réalisant ces mots, elle ne put se résoudre à les anéantir. C'était l'adieu du pauvre garçon. Elle coupa cette ligne avec ses ciseaux, la porta longtemps sur son cœur. « S'il faut jamais me séparer de ces mots-là, écrivait-elle à Gilbert, je les avalerai. Maintenant, ma vie n'est plus qu'une pincée de cendre et je ne pourrai de longtemps regarder ma cheminée sans pleurer. » Était-elle sincère? Ne fit-elle aucune tentative pour revoir son amant? Ne se repentait-elle pas de son sacrifice? N'essaya-t-elle jamais de revenir sur sa décision? Oui, madame, elle l'essaya. Je ne veux la faire ni meilleure ni plus brave qu'elle ne l'a été. Oui, elle essaya de mentir, de tromper son mari en dépit de ses serments, de ses promesses, de sa douleur et de ses remords. Elle revit Gilbert et après avoir passé 2 heures avec lui, dans un délire de joie et d'amour, elle sentit en rentrant chez elle qu'elle ne pouvait ni tromper, ni mentir. Je vous dirai plus, Gilbert le sentit lui-même et ne lui demanda pas de revenir. Qu'allait-il arriver? Je ne sais. Je crois vous avoir dit, madame, qu'Emmeline avait une sœur. C'est une belle et grande jeune fille et, de plus, un excellent cœur. Soit par une timidité excessive, soit par une autre cause. Elle n'avait jamais parlé à Gilbert qu'avec une extrême réserve et presque avec répugnance lorsqu'elle avait eu occasion de le rencontrer. Gilbert avait des manières détourdies et des façons de dire qui, bien que simples et naturelles, devaient blesser une modestie et une pudeur parfaites. La franchise même du jeune homme et son caractère exalté avaient peu de chance de rencontrer de la sympathie chez la sévère Sarah. C'était le nom de la sœur d'Emmeline. Au milieu de ces dernières circonstances, Gilbert reçut une invitation de bal d'une amie de Madame de Marsan et il crut devoir y aller pour se conformer au désir de sa maîtresse. Sarah était à cette soirée. Il fut s'asseoir à côté d'elle. Il savait quelle tendre affection unissait la comtesse à sa sœur et c'était pour lui une occasion de parler de ce qu'il aimait à quelqu'un qui le comprenait. La maladie récente servit de prétexte. S'informer de la santé d'Emmeline, c'était s'informer de son amour. Contre sa coutume, Sarah répondit avec confiance et avec ardeur. Et l'orchestre ayant donné au milieu de leur entretien le signal d'une contredanse, elle dit qu'elle était lasse et refusa son danseur qu'il venait la chercher. Le bruit des instruments et le tumulte du bal leur donnant plus de liberté, la jeune fille commença à laisser comprendre à Gilbert qu'elle savait la cause du mal d'Emmeline. Elle parla des souffrances de sa sœur, elle raconta ce qu'elle avait vu. Pendant ce récit, Gilbert baissait la tête. Quand il la releva, une larme coulait sur sa joue. Sarah devint tout à coup tremblante. Ses beaux yeux bleus se troublèrent. « Vous l'aimez plus que je ne le croyais, lui dit-elle.
De ce moment, elle devint tout autre qu'elle ne s'était jamais montrée à lui. Elle lui avoua que depuis longtemps, elle s'était aperçue de ce qui se passait et que la froideur qu'elle lui avait témoignée venait de ce qu'elle n'avait cru voir en lui que la légèreté d'un homme du monde qui fait la cour à toutes les femmes sans se soucier du mal qui en résulte. Elle parla en sœur, en amie, avec chaleur et franchise. L'accent de vérité qu'elle employa pour montrer à Gilbert la nécessité absolue de rendre le repos à la comtesse le frappa, plus que tout le reste ne l'avait pu faire, et en quart d'heure, il vit clair dans sa destinée. On se préparait à danser le cotillon. « Asseyons-nous dans le cercle, dit Gilbert. Nous nous dispenserons de figurer et nous pourrons causer sans qu'on nous remarque. » Elle y consentit, ils prirent place et continuèrent à parler d'Emmeline. Gilbert restait alors sur sa chaise, perdu dans ses pensées, regardant sa belle partenaire sauter et sourire, les yeux encore humides. Elle revenait et ils reprenaient leur triste entretien. Ce fut au bruit de ces valses allemandes qui avaient bercé les premiers jours de son amour que Gilbert jura de partir et de l'oublier. Lorsque l'heure de se retirer fut venue, ils se levèrent tous deux avec une sorte de solennité. « J'ai votre parole, dit la jeune fille, je compte sur vous pour sauver ma sœur, et si vous partez, ajouta-t-elle, en lui prenant la main, sans songer qu'on pût l'observer, si vous partez, nous serons quelquefois deux à penser aux pauvres voyageurs. » Ils se quittèrent sur cette parole, et Gilbert partit le lendemain. C'est ainsi pour la nouvelle Emmeline, nouvelle romantique d'Alfred de Musset que vous connaissez tous. Je poursuivrai avec une autre nouvelle, Les deux maîtresses, dont je vous ai parlé dès notre prochain voyage. Alors d'ici là, vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur le site d8.tv. N'hésitez pas également à réagir avec le hashtag VBN. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous tapez donc ce hashtag VBN et me donnez bien votre point de vue sur l'émission, un coup de cœur, une envie de lecture. Bref, vraiment, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous lire. J'ai passé un très agréable moment, votre compagnie, celle de Musset également. Merci à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. À très vite sur notre chaîne. Je vous embrasse.